News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Quel plaisir mes amis de vous retrouver en ce samedi 12 février, c'est l'hiver encore, oui malheureusement, donc du coup on va se faire un petit plaisir pendant 1 heure, on reste au chaud ensemble, on va parler de plantes, de jardin, de tas de choses qui vous passionnent, qui nous passionnent et qui nous font du bien. Nous sommes le 43e jour de l'année, monsieur Roland. Tu vas bien ? Oui, je vais très bien. Bonjour Patrick. Oui, je suis et ravi. tu es très joli aujourd'hui en rouge. Tout est pas mal en bleu, puis on a le blanc au milieu, donc voilà, vive la France, mesdames, messieurs. Oui, faut être fier de son pays. 23e jour du signe astrologique du Verseau, 24e du mois de pluviose dans le calendrier républicain français, qui nous vaut aujourd'hui d'être le jour de la traînasse. Ouais. C'est pas beau comme nom. Non, c'est pas beau. La renouée des oiseaux, c'est un peu plus joli quand même. Oui. Joli. Il y a d'autres noms, on dit la centinode, l'herbe au sans nœud, et puis on dit l'herbe à cochon. Pourquoi t'en donnes aux cochons ? Oui, parce que dans le temps, on se nourrissait de cette plante-là et on la mangeait, y compris les gens. Cette plante à cochon, parce qu'on l'a donnée aussi aux cochons, c'est vrai que ça prend de l'ampleur. Le problème, c'est un peu toutes les renouées. Polygonum aviculare. Alors, c'est une plante annuelle. Et c'est une plante de la famille des Polygonacées. Alors j'aime bien embêter mon ami Roland avec la botanique. Alors dans les Polygonacées, t'en connais quelques-unes ? Le Polygonum auberti, le Polygonum affine. Oui, ça compte non, ou pas ? Ça va pas. Oh bah non. Si, c'en est, sauf que ça a changé de nom. Il s'appelle plus Polygonum. Il s'appelle Persicaria. Il y a beaucoup de Polygonums qui sont devenus des Persicaria. Alors il y a aussi la renouée du Japon. Ah là là, oui, ça c'est terrible. Il y a un excellent couvre-sol que tu peux pas, je pense, cultiver dans la région de Vittel, qui s'appelle Muellenbeckia. Ah, Muellenbeckia, je l'ai en pot à la maison. Voilà, parce que la rusticité est assez limite, mais c'est intéressant dans des endroits ombragés, dans les régions qui sont avec des hivers plutôt doux, et ça vous fait des tiges filiformes, très longues, avec des toutes petites feuilles vert, mais alors presque noires. Oui, presque noires, et ça pousse très bien en plante d'intérieur. Alors, pas trop chaud, comme tout ce type de plantes, pas trop chaud, pas trop froid. Donc, c'est toujours... Il y a Bistorta aussi, comme genre dans les Polygonacées, la renouée bistorte, qui est une plante médicinale qui est très utilisée. Et puis, pour ceux qui voyagent, sous les tropiques, franchement, j'ai envie, ça me démange, mais le cocoloba. Cocoloba, inconnu. Le résigné bord de mer en français, c'est un grand arbuste que l'on trouve sur les plages tropicales et qui est aussi de cette famille des Polygonacées. Polygonum aviculare, c'est une plante qu'on dirait une mauvaise herbe, une adventice, peut-être c'est plus élégant, dans les jachères, les bords de chemin, puis dans tous les coins où elle peut se faufiler entre les dallages et choses comme ça. Alors comme c'est une annuelle, c'est pas extrêmement gênant, mais... Moi, je la supporte pas, très franchement, parce que dans le potager, nous en avons assez régulièrement. Et si tu fais pas gaffe, et si tu vas pas te balader justement dans ton potager régulièrement, tu vois des trucs, mais elles sont monstrueuses. Hein. Oui, mais c'est facile à enlever ? Ah non, c'est dur parce qu'il y a une vraie grosse racine pilotante. Un peu compliqué. J'en ai pas dans le jardin, donc tout va bien. Oui, alors donc ces tiges grêles étalées, et elles sont noueuses. C'est pour ça qu'on l'appelait l'herbe aux 100 nœuds. Ça peut faire un tapis assez traçant. Et puis alors, ce qui est rigolo, c'est que la floraison commence en mai, mais elle peut durer presque jusqu'à début décembre. Alors c'est blanchâtre ou rosé, c'est pas très spectaculaire en soi. En revanche, c'est une plante qui devrait t'intéresser parce qu'elle est mellifère et elle est aussi médicinale. Alors on l'utilise contre la diarrhée, la goutte, les hémorroïdes, le rhumatisme. Je sais pas si c'est extrêmement efficace. En tous les cas, c'était la plante du jour. Ce jour, c'est le 12 février et en 1908 naissait... Mais René Pécher. Alors ne dis pas que tu le connais pas, parce que si tu t'intéresses à l'aménagement paysager, il est probable que tu aies eu entre les mains son livre Parcs et jardins de Belgique, ou alors surtout Grammaire des jardins. C'est des livres qui ont été édités, le premier en 1976 et l'autre en 87, et réédité en 2002, qui a eu énormément de succès, Grammaire des jardins. C'était donc un paysagiste, c'était un créateur de jardins, un bosseur de fou, il en a créé plus de 900. Ah oui, quand même. Et il a aussi, un peu comme moi, il était bibliophile, donc il avait ramassé plus de 5000 livres
sur le thème de l'art de jardin, puis d'urbanisme, parce que c'était quand même un créateur de très grands espaces. Et il a confié cette bibliothèque à la région de Bruxelles, et qui a entièrement numérisé cette bibliothèque, et je pense qu'on doit pouvoir la consulter, c'est toujours un petit peu l'intérêt. La philosophie de René Pecher, on va vous le dire en 2 mots, des phrases qu'il avait écrites. Il a dit « L'architecte de jardin et de paysage prend de plus en plus d'importance puisqu'il contribue essentiellement au bonheur de vivre. Il aménage l'espace en esthète et en praticien en apportant l'aménité à l'environnement par la nature. » Franchement, moi j'adhère à 200%. Pour moi, c'est exactement ça le jardin. En architecture, pour aussi se faire plaisir, créer un cadre de vie qui soit bon pour tout le monde et qui en même temps respecte et développe le côté naturel que l'on peut avoir avec les végétaux. Que dire de mieux? Et il dit, pour être architecte de jardin, il faut posséder à la fois des notions d'histoire, de peinture, de sculpture, de dessin et de musique. Alors la musique, je ne sais pas si c'est extrêmement utile, bien que le rythme que l'on peut avoir dans la musique peut aider aussi, je pense, à créer un jardin. Donc c'était quelqu'un d'extrêmement important. Alors son style à lui, il peut peut-être buter certains parce que c'était très géométrique, c'était assez rigoureux, très, très classique, mais n'empêche que c'était déjà, pour son époque, un penseur important et un créateur de jardin, donc monsieur René Pecher. Je répète 12 février, comme ça vous saurez bien que dans 2 jours c'est la Saint-Valentin, n'oubliez pas. Aujourd'hui en revanche c'est la Saint... La Saint-Félix, tu as peut-être un dicton. À la Saint-Félix, plantons l'Hedera helix. Si tu mets Hibernica, ça va plus. Hein. Bah non. Ça rime. Et moi j'en ai un aussi, à la Saint-Félix, fleurissent les amarylix. Ça c'est du Roland. Mais moi j'en ai fait un autre qui est un bon conseil. À la Saint-Félix, n'oubliez pas de rempoter vos phénix. Ah oui, c'est presque tôt. Mais quoi que non, on pourrait. Ah bah non, on peut, on peut y aller. Oui. On arrive à la mi-février quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Allez. Ah, une question de Romuald destinée à Patrick, en l'occurrence. Pourquoi moi? Parce que pour le bouturage du rosier, j'avais vu dans une émission Silence ça pousse que Stéphane Marie mettait un grain de blé enquillé dans une entaille au bout de la bouture dans la partie enterrée, en expliquant qu'en germant, le grain de blé libère des hormones naturelles de bouturage. La réponse de Patrick, mon cher Romuald. J'adore vraiment Stéphane Marie, c'est un bon ami, c'est un jardinier vraiment super sympa, etc. Mais comme beaucoup de gens un peu médiatisés, eh bien, il a tendance à plonger directement dans, je dirais, l'ambiance du moment. C'est pas nouveau, ça se trouve dans certaines littératures. Imaginez 2 secondes, un professionnel, surtout qu'aujourd'hui, on a tendance à essayer de multiplier de plus en plus les rosiers par bouturage, parce que ça coûte moins cher que de faire du greffage, le greffage demandant beaucoup de temps. Donc au lieu de faire greffer, on va leur demander de couper en tranches verticales chaque bouture de rosier, de trouver un grain de blé à peu près correct, de le mettre là-dedans. Mais attendez, on rêve. Une bouture, par essence, c'est déjà quelque chose de fragile. La fendre en 2 pour mettre en plus dedans un grain de blé, c'est assez épais. Oui. Essayez, on en reparlera. Quant à l'explication pseudo-scientifique de la libération d'hormones naturelles de bouturage, donc à savoir de l'auxine, par le grain de blé, la bouture, elle le fait très bien toute seule. Il y a certaines boutures que l'on aidait. Je dis aidait parce qu'aujourd'hui, on trouve plus ce produit, avec des hormones de bouturage qui étaient artificielles. Vous pouvez très bien, et ça marche vraiment bien, ça c'est beaucoup plus intelligent, si vous pouvez, tremper des feuilles de saule pendant 24 heures dans un seau. Et vous allez avoir une libération d'acide salicylique, qui est un peu proche d'ailleurs de l'aspirine. D'ailleurs, ça serait peut-être à faire, d'essayer un jour de faire la même chose que Stéphane, mais simplement le bout de la bouture, pas la planter en 2, vous mettez un peu d'aspirine, je pense que ça marcherait pareil, et ça aide vraiment à la germination. Sinon, dans le commerce, vous avez aussi un stimulateur racinaire naturel qui est commercialisé, je crois, par Solabiol, et qui s'appelle Osiryl.
et qui est vraiment aussi le produit qu'on peut utiliser pour remplacer l'hormone de bouturage. Donc je vais laisser la parole à Roland, il va dire ce qu'il en pense. Bon, écoute, l'eau de saule me convient très bien, j'avais fait des boutures. Ça m'interpellait l'eau de saule, et effectivement, tu as une petite glu en surface, un genre de peau, et c'est là où on trempe notre bouture, la base de la bouture qu'on met dedans. Et puis quant aux boutures de rosier, j'en ai fait l'an dernier, et donc là ça pousse très bien, je suis content. Alors c'est du rosier arbustif, donc c'est du rosier Vitel. Voilà, le nom baptême c'est Vitel, et là ça a très bien poussé. Les boutures de rosier se font très bien avec du rosier arbustif, du rosier ancien qui est aussi généralement un peu arbustif, avec les hybrides de thé, vous savez, ces rosiers avec ces roses turbinées très sophistiquées, c'est plus difficile et généralement c'est défendu puisque les variétés sont quand même protégées. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Quelques nouveautés, mon cher Roland. Ah tiens, t'as une belle plante que je connaissais pas. Enfin, je connaissais le genre, mais l'espèce, je la connaissais pas. Et ça a l'air très intéressant. Oui, j'ai découvert ça par promesse de fleurs, mais je l'ai vu après dans une autre pépinière parce que je suis allé traîner sur le net pour voir. Et donc, c'est un Schefflera rhododendrifolia. Bon. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire qu'il est rhododendri et il est folia. Mais non, il a les feuilles de rhododendron. Ah bon, d'accord, c'est tout ce que ça veut dire. Bah oui, vous ça veut dire ça. Pas les botanistes, les gars. Bah non, c'est ça. Justement. En tout cas, on connaît le Schefflera traditionnel, donc celui qu'on fait pousser à l'intérieur, ce qui pousse bien en plante d'intérieur d'ailleurs, mais lui, je trouvais original parce que donc il vient des montagnes de l'Himalaya, du Bhoutan, du Népal, et puis comme il pousse en altitude, il est capable de résister à des températures d'environ moins 10 degrés. Alors on va dire à des températures basses, parce que le moins 10 degrés, je testerai pas, mais en attendant... Pendant une seconde. Oui, 1 seconde 12. Et donc c'est vraiment une plante qu'on pourrait utiliser en véranda. Ça y est, on commence à le trouver. Il n'a pas tellement d'exigences, si ce n'est endroit lumineux, mi-ombre, un peu comme une plante d'intérieur. Et puis on le trouve à des prix très raisonnables. Et puis je l'ai trouvé à la Maison du Bananier. C'est une pépinière écologique qui se trouve à Nantes. C'est un de mes collègues qui tient cette pépinière qui est sur France Bleu, Foire Atlantique. Et donc eux font un travail assez intéressant sur des plantes un peu exotiques. Alors évidemment, ils sont bien placés là-bas. Et c'est eux qui aussi cultivent ce Schefflera rhododendrifolia. Alors il semblerait qu'il y en ait en pleine terre, dans des régions littorales, notamment sur la Côte d'Azur, et qui poussent très très bien. Bon, moi j'en avais jamais vu, je suis impatient d'en voir. Moi je vais vous parler rapidement de la campagne de financement pour replanter le grand carré du potager du roi, qui a été créé à Versailles au XVIIe siècle, entre 1678 et 1683, à la demande de Roi Soleil, de Louis XIV. Aujourd'hui, il y a une restauration complète qui est engagée. Mais ça a beau être prestigieux, c'est pas le château. C'est totalement séparé du château de Versailles, c'est indépendant, ça appartient à l'École nationale supérieure du paysage. Comme toutes les écoles, ils sont pas riches, mais comme l'endroit est absolument sublime et très important au niveau de la conservation des formes fruitières et puis de la tradition, eh bien, il y a un appel à dons pour obtenir 60 000 euros. Ils en avaient déjà eu une première tranche avec 60 000 euros. Aujourd'hui, ils essayent avant le 31 mars, donc il y a encore un petit peu de temps. Ils ont lancé une deuxième campagne. Donc vous avez un mail mécénat@école-paysage.fr ou alors vous allez quand même sur monpotagerduRoi en un seul mot.fr, ça va s'écrire pour ceux qui regarderaient la vidéo. Un petit coup de cœur, oui, je vais le faire en 2 étapes. 1, faire tousser Patrick, puis 2, trouver une petite solution quand même. Alors voilà, je vais donner les outils à Patrick pour hurler. Donc la rose que vous allez offrir dans 2 jours pour la Saint-Valentin, elle est super bien, sauf que souvent les roses à cultiver au mois de février chez nous, c'est pas le cas, donc elle vient de perpète les andouillettes, si je puis dire. La rose, c'est 58% des fleurs offertes pour la Saint-Valentin, c'est quand même énorme. Elles sont pas faites en France, évidemment. Si on regarde le trajet de la rose, la culture de la rose qui vient de très très loin, c'est pas l'idéal. Il y a donc une solution. Ça coûte forcément, quand on veut produire des végétaux à contre-courant, à contre-saison, moi je trouve qu'il faut faire travailler les gens. Les roses du Kenya, ça fait travailler des gens qui, sans cela, seraient peut-être tout simplement dans des conditions de vie catastrophiques. Alors bien sûr, on va me dire, oui, mais c'est des grandes sociétés souvent européennes qui managent tout ça et qui se font du fric. Mais ils ont fait l'investissement. Aujourd'hui, dans ces pays-là, nous on les connaît très bien, on va souvent en Afrique pour des raisons purement écologiques, pour voir les animaux, tout ça. Vous ne pouvez pas savoir à quel point tous ces investissements, soit industriels, soit touristiques, jouent un rôle au niveau de la population. Parce que les gens qui investissent,
Ils investissent aussi dans des écoles. Ils permettent à des gens donc de travailler, de s'instruire et d'apprendre un métier, parce qu'il y en a après qui peuvent aussi faire des exploitations tout seuls, etc. Donc arrêtons de se dire oui, un calcul stupide du genre un bouquet de roses, ça va faire 20 km de bagnole. Ça m'énerve. C'est beaucoup. Alors, justement, donc on va respecter l'avis de Patrick, mais on va rajouter une petite pointe de fleurs, puisque monsieurmarguerite.com, qui est un site internet, propose de faire des fleurs à la française, entre guillemets, en tout cas fabriquée avec le label Fleurs de France et puis produite en France. Et donc, pourquoi ne pas offrir à la Saint-Valentin, changer un peu, plutôt que des roses, offrir un joli bouquet de renoncules. Et donc là, elles viendront de pas loin de chez vous, enfin, elles viendront de France en tout cas. Donc vous allez sur monsieurmarguerite.com et donc ces renoncules sont aussi très symboliques. Et moi, je suis tout à fait d'accord parce que, d'abord, on en parlera prochainement de cette renoncule qui est une plante de saison, même si elle est asiatique au départ, et elle vous dit quand même que vous êtes éblouissante ou vous êtes séduisante, madame, c'est quand même sympa. Donc, n'hésitez pas, la renoncule plutôt que la rose. Et maintenant, on va se faire un thé, peut-être à la rose, pendant la publicité. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Dring dring, monsieur Roland. Alors, une question qui nous vient du royaume du Sahara. C'est beau, hein. Oui. C'est le pseudo, en tout cas. Et alors, la question est très simple. Elle est pour toi, Patrick. Si à te débrouiller avec. Quelle est la différence entre les mycéliums et les thalles ? C'est vrai que c'est une question qu'on m'avait jamais posée et je l'ai quand même un tout petit peu travaillé pour essayer de vous expliquer parce que c'était pas si évident que ça. D'ailleurs, tu en as une idée de la différence ? Alors, absolument pas, si ce n'est que ça concerne les champignons. Alors, pas forcément, parce que ça dommage. Parce qu'il y a aussi les algues qui ont des thalles. Oui. Chez les champignons, le thale, c'est l'ensemble de la partie végétative. Et chez certains champignons, cette partie végétative, elle est constituée avec le mycélium. Le mycélium, c'est quoi ? C'est l'ensemble des fibres que l'on appelle des ifs. Donc, en fait, on va dire que le thale, c'est l'ensemble du mycélium. Chez d'autres champignons, au lieu d'avoir ce réseau, un peu cet internet d'ifs, c'est le stroma. Le thale n'est pas forcément du mycélium, ça peut être aussi le stroma. Mais le stroma, c'est une sorte de boule. Les ifs, au lieu de se balader, ils sont tous serrés les uns contre les autres. Alors, il y a des thales, pour embêter Roland, chez les mousses, chez les hépatiques, chez les lichens et chez les algues. Mais eux, à part les lichens, puisque le lichen, on l'a déjà dit dans une précédente émission, je crois que c'était la semaine dernière, c'est une symbiose d'algues et de champignons, mais chez les algues elles-mêmes, toutes seules, elles font un thale qui est une particularité, c'est un tissu qui ne dispose pas d'organes vasculaires. Donc c'est ça sa spécificité au thale, il n'a pas de canaux comme peuvent avoir d'autres tissus végétaux pour avoir la circulation de la sève. Donc c'est une sorte de lame très très mince, mais chlorophyllienne chez les algues, s'entend, puisque chez les champignons, le mycélium, lui, n'est pas chlorophylien. Bon, je pense que vous avez à peu près l'idée de ce que ça peut être. Ces champignons, avec toutes ces ramifications, on en a parlé avec les mycorhizes, c'est extrêmement important dans tous les écosystèmes. Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
Roland va nous chanter une chanson. Le monde entier est un cactus, il est impossible de s'asseoir. Oui. Encore ? Dans la vie, il y a des cactus. Voilà, bon, vous vous rappelez, Jacques Dutronc, c'était 1967, c'est pas d'hier, mais c'est resté quand même dans la tête. On va vous parler des cactus, pourquoi ? Parce que ce sont des végétaux qui ont un intérêt en toute saison. Ils ne demandent pas grand-chose et ils vont commencer pour certains à développer leurs boutons floraux, puisque beaucoup fleurissent au printemps. Et souvent, on s'ennuie un petit peu en hiver, on ne sait pas trop quoi cultiver. Donc, je pense qu'on pourrait vraiment se mettre au cactus. T'en as, toi, d'ailleurs. Oui, j'en ai parce que c'est une culture facile. Enfin, quand je dirais facile, on peut l'oublier pendant l'hiver déjà, à condition qu'il fasse un peu frais, donc on n'a pas trop d'arrosage à faire. Ça pousse plutôt bien. Alors, je me suis gaufré une fois ou deux, mais faute d'arrosage, justement. Alors, attention, nous allons dans cette chronique ne parler que des cactus. Pas des succulentes ? Pas des succulentes, ça pourra faire l'objet d'une autre, ou d'autres, d'ailleurs, chroniques, parce que le monde des succulentes, alors, les succulentes sont quoi ? Ce sont des plantes qui sont gorgées de sucre, qui sont donc des plantes qu'on appelait grasses, mais c'est pas gras, c'est plutôt de l'eau qui est à l'intérieur, et il y a énormément de familles botaniques qui sont succulentes, les ézoacées, les crassulacées, les euphorbiacées, etc. On va parler là que des cactus. Qui sont les cactacées. Cactacés, vous n'êtes pas embêtés sur le coup-là. Les vrais cactus, ce sont uniquement des cactacés. Qui d'ailleurs, au départ, à l'époque de M. Linné, donc 18e siècle, 1753, lui, il avait créé le genre cactus. Cactus, ça voulait dire quoi, cactus ? Cactus, pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Ça voulait dire chardon. C'est tout ? Ah oui. Mais oui, ça pique pour certains. Oui. Donc, aujourd'hui, on a complètement oublié ce genre cactus pour en créer une sorte de famille, mais il y a des plantes qui ont le mot cactus dans leur nom. Oui, ça me dit quelque chose. Échinocactus, oui. Ah oui, c'est vrai. stérocactus, sténocactus. C'est donc resté vraiment. Les cactus ont une particularité, c'est que même s'il y en a 90 genres et près de 2500 espèces, à part un, ils sont tous mexicains. Ah bah dis. Coucou, monsieur Miguel. Ah oui. Alors, mexicain il est fier. Hein. et autour, on va dire. Puisque dans l'Arizona, vous savez, le fameux désert où il y a les saguaros. Est-ce que tu connais les saguaros ? Les saguaros, c'est ceux qu'on voit dans les films, là, les grands machins. Là, Carnegeia gigantea. Est-ce que c'est vrai, là ? Parce que dans les films, Bien on les sûr. voit, Lucky Luke qui coupe des morceaux pour boire. C'est de l'arnaque, ça, ou pas ? Alors, c'est pas complètement de l'arnaque, puisqu'ils sont gorgés d'eau. Mais c'est quand même pas de l'eau extrêmement agréable. Et puis, il faut quand même respecter. D'ailleurs, on n'a pas le droit de le faire. Hein. Ils sont protégés totalement. Parce qu'un saguaro qui fait 4 à 5 mètres de haut, c'est une plante qui a plusieurs centaines d'années. Ah oui. Un cactus, ça pousse quand même pas très très vite. Donc, il faut quand même respecter. Mais c'est pas les plus grands. Le plus grand cactus connu, c'est Pachycereus pringlei. 19 mètres 20 de haut. Ah oui, ça commence à causer, là. Un cactus arborescent. Et le plus petit ? Le plus petit, il ne doit pas être grand, c'est quelques centimètres. Même pas. Même pas. Blossfeldia lilliputiana, oui. Son nom d'espèce l'indique, 1 cm de diamètre à taille adulte. Donc vraiment la toute petite plante. Vous voyez un peu l'intérêt quand même de ce monde des cactus entre des géants et des nains. Et on va trouver un ensemble de formes qui font que ces cactus sont extrêmement intéressants sur le plan décoratif. Et notamment, si vous avez un intérieur très design, très dépouillé, épuré, ça a des formes pratiquement comme des sculptures modernes. C'est simple, il n'y a pas de feuilles déjà, donc ça part pas dans tous les sens. Donc un cactus, c'est vraiment une petite sculpture végétale. On va parler un petit peu de la culture quand même des cactus, parce que il faut les réussir. Donc en cette période hivernale, tiens, puisque tu en as, qu'est-ce que tu leur fais ? Rien. Alors absolument rien, parce que j'ai subi la première erreur d'avoir voulu continuer d'arroser régulièrement. J'avais une forbe, alors qu'à pourri à la base, mais d'une force. Je te dis, pim, d'un jour au lendemain, elle est tombée comme ça, et puis là, salut, c'est même pas la peine. Bien sûr. Et pourquoi ? Parce que j'avais continué d'arroser régulièrement, donc j'ai pas refait cette erreur, on n'est pas tous parfaits, donc maintenant j'arrête totalement du mois d'octobre jusqu'au mois de mars-avril, et ensuite l'arrosage c'est vraiment extrêmement léger. Il a raison... en partie. C'est-à-dire que si on arrive en hiver à offrir aux cactus que nous faisons, nous, avec notre véranda, une ambiance fraîche,
là, effectivement, on peut quasiment pas les arroser ou une petite goutte par mois. En revanche, si vous n'avez pas de pièces fraîches et que le cactus reste à la température ambiante de la maison, il faudra quand même peut-être l'arroser une fois tous les 15 jours environ, un petit peu, c'est-à-dire que c'est pas le détremper, parce qu'il va rester en végétation. C'est pas bien pour lui, mais on fera avec. Après, je l'arrose pas, ou presque pas, en été, là je suis plus d'accord, parce que effectivement, on le fera pas crever. Ça c'est sûr, nous on l'a fait. Complètement oublié au fin fond de la véranda, en plein milieu de l'été, mais c'était sec, mais comme jamais, et la plante elle était encore vivante, mais elle n'avait pas bougé d'un poil. Donc si on veut quand même que nos cactus grandissent, il faut les arroser un peu, surtout si on veut aussi les faire fleurir. Et pour les faire fleurir, le secret, c'est ce que l'on vient de dire. Hiver, très sec, froid ou frais. Quand je dis froid, ça peut faire 5 degrés, entre 5 et 15 degrés. 15 dans la pleine journée, 5 dans la nuit. Ça aussi important. Écart de température. Dans le désert, il fait très chaud la journée. Essayez de passer la nuit dans le désert sans avoir une grosse moumoute, vous allez vous en souvenir. Il fait froid. Donc ça, c'est très important. Et puis l'été, il faut que la plante soit en végétation. On peut même la nourrir un tout petit peu. T'as l'habitude que je gueule et je voulais encore gueuler. Mais là, je pense que tu vas être 100% d'accord avec moi. Toi qui es un spécialiste des jardineries, est-ce que tu n'as pas vu une anomalie caractérisée au rayon cactus? Ah, t'appelles ça une anomalie? Moi, j'appelle ça une grosse arnaque. Voilà. Ouais, c'est super bien fait. Je suis allé jusqu'à les retirer pour voir comment ils faisaient, ces gens-là. Et donc, c'est une petite fleur sèche, et donc avec une petite pointe qui est piquée dans le cactus tout autour. Et c'est super bien fait. Et donc, tu te fais arnaquer assez facilement, parce que quand tu les retires, c'est pas une fleur. Il y a une chose à savoir, c'est que les fleurs de cactus, d'abord, c'est pas petit. À part certaines mammillarias qui ont des fleurs en couronne tout autour, alors c'est des petites boules, hein, les mammillarias, les fleurs sont petites, mais surtout, la fleur de cactus, ça dure pas longtemps, quelques jours. Quand vous avez un cactus qui a fleuri pendant 15 jours, vous êtes sûr que c'est pas une vraie fleur. Et vous pouvez faire comme fait Roland, c'est-à-dire tirer dessus, alors soit il est collé, soit il est planté, et ça, c'est inadmissible. Pourquoi? Pas le fait de le faire, le fait de pas le dire. Il devrait y avoir fleurs artificielles. Ouais, franchement, j'aime pas. D'autant plus que vous avez des cactus. Oh, ouais, faut voir les fleurs. La floraison est impressionnante. Aïe, 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 les phérocactus, sublimissime. Le truc, la fleur, elle est comme ça. Comme ça, quand je dis ça, c'est 10-12 cm. Au milieu, astrophytum, une fleur qui ressemble un peu comme une corolle de marguerite, avec souvent des couleurs très très vives, qui durent pas longtemps, mais c'est tellement beau. Et puis notre cactus de Noël quand même, faut pas l'oublier. Bon, lui, il est défleuri, mais qu'est-ce que c'est joli. Le cactus de Pâques aussi, qui s'appelle Atiora, qui est similaire. Alors ça, ce sont des cactus un peu compliqués, tu m'as tendu la perche, parce que ce sont des cactus épiphytes. On n'en a pas parlé, on pense toujours que les cactus, ça ne vit que dans les déserts. Ben non, il y en a certains qui grimpent aux arbres dans la forêt tropicale, et celui-ci en fait partie. Et les fameuses princesses de la nuit, les Sélénicéréus, les Ilocéréus, les épiphyllum qui font, alors eux, c'est pas ça, c'est 25 cm de diamètre, fleurs sublimes, mais nocturnes, parce que c'est pollinisé par les chauves-souris. Bon, ça vaut le coup de cultiver ça. C'est quand vous avez une plante comme ça, ouais, c'est un bijou de sa collection. Et puis pour terminer, quand même, on va dire 2 mots sur la longévité, parce que on pense que certains Copiapoa. Alors Copiapoa, c'est très globuleux, ça a des grosses épines noires souvent. Céphalocéréus senilis, ça te dit rien? Senilis, il est couvert de poils blancs en même temps. C'est une protection, et ça. Hein, il monte comme ça. On pense qu'il y en a des sujets dans la nature qui ont 1000 ans. Ah oui. Et puis alors, les gros coussins de belle-mère, les Echinocactus wilsoni, ça aussi, ce sont des pièces magnifiques. Au jardin de Monaco, au jardin exotique d'Aise, vous avez vraiment des sujets admirables, qui sont vieux, ils ont 250 ans sans aucun doute. Donc voilà un petit peu le monde des cactus. On voulait vous en parler pour vous inciter à mieux les regarder, à avoir envie peut-être de les cultiver, parce que même si vous êtes débutant et que vous suivez les conseils qu'on vous a donnés, vous n'allez pas les rater. Bernard nous pose une question en disant, sachant que vous avez expliqué sur les mycorhizes dans une émission d'octobre dernier, comment concilier cette symbiose très utile avec les traitements à la bouillie bordelaise? Ça, c'est une excellente question, c'est très finement observé,
Et c'est, on va dire, le paradoxe que l'on peut avoir dans certains cas. C'est de se dire quel est l'impact de nos actions et est-ce que l'on aura un bénéfice supérieur au problème. C'est la même chose quand vous prenez un médicament. Il y a toujours des contre-indications et en tous les cas, on est protégé. On pourrait aussi se dire que le fait de pulvériser la bouillie bordelaise, qui je vous rappelle est du sulfate de cuivre avec de la chaux, sur le feuillage, avant que ça arrive au niveau du sol, parce qu'on ne fait pas un lessivage, on pulvérise, normalement il ne faut pas en mettre de trop, mais c'est le problème un petit peu de tous les traitements antiparasitaires. C'est vrai que si on avait trouvé le vaccin ou la pilule à plante, on ne serait pas arrivé là, parce qu'il n'y aurait pas eu de dispersion dans l'environnement, et le problème des pesticides, ça a été le fait qu'on en met partout. On pourrait penser donc que le produit va se dégrader avant d'entrer en contact avec les mycorhizes, mais c'est qu'on s'est rendu compte que les plantes qui étaient traitées à la bouillie bordelaise présentaient des différences comportementales majeures. Par exemple, qu'elles étaient plus sensibles à la sécheresse, par exemple, qu'elles poussaient de façon moindre que les voisines qui n'avaient pas été traitées. Tout simplement parce que la bouillie bordelaise avait agressé forcément les mycorhizes. Ça touche essentiellement les ectomycorhizes. Vous vous rappelez, on avait fait toute une chronique. Vous avez les mycorhizes comme la truffe, par exemple, qui poussent à l'extérieur de la racine, mais ce n'est pas les plus importantes. Et les endomycorhizes, celles qui vont aller à l'intérieur même des tissus, parfois même de la cellule elle-même, et qui là vont pas être du tout agressées par la bouillie bordelaise. Effectivement, vous allez avoir, surtout si vous exagérez un peu, un risque, mais globalement, on peut considérer qu'une application raisonnable et raisonnée de ce fongicide, qui est le seul dont on dispose réellement aujourd'hui, ne nuit pas foncièrement au mécanisme, puisque le plus important, c'est la mycorhisation endogène. Mais ça veut dire aussi que sur une nouvelle plantation, il serait peut-être prudent d'attendre au moins une saison avant d'effectuer une première pulvérisation. Alors là, on parle d'arbres et arbustes, mais c'est vrai qu'au potager, si on prend la bouillie bordelaise sur les tomates, il n'y a aucune incidence, puisque les tomates, en fin de saison, on va les remplacer. Donc je ne pense pas que la bouillie bordelaise ait le temps d'intervenir sur les mycorhizes. C'est ce qu'on disait, mais on pense que oui, sur les exogènes, les mycorhizes qui sont à l'extérieur de la racine. On pourrait en débattre extrêmement longtemps, après tout, pourquoi pas en réfléchir pendant une petite minute, le temps d'une publicité. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Chaque nouvelle semaine nous rapproche de plus en plus du printemps et a fortiori donc des tâches à réaliser presque en urgence dans le jardin. Et là, en ce moment, je crois qu'il va falloir prendre le sécateur. Ah oui, tailler la vigne, j'ai loupé. J'en ai parlé la dernière fois. De dire, oui, c'est bon, je vais le faire, j'ai loupé. Donc, mea culpa, il faut le faire. Tant pis, j'annule la Saint-Valentin, je taille la vigne. Non, je pense pas. Mais c'est important, je suis presque en retard. Non, parce que notre famille dans le Bourgueil taille jusqu'au moins mi-mars. Ah oui. Quand on a 14 hectares et qu'on n'est que 2, on commence fin novembre et puis on finit à la mi-mars. On peut encore le faire sans problème. Alors c'est vrai que plus on taille tard et plus on a des pleurs.
Mais quand la vigne est bien cultivée, les pleurs généralement sont pas dramatique pour la plante. Alors, comment tu la tailles, cette vigne ? Eh bien, c'est une vigne en espalier, entre guillemets, puisqu'elle longe notre serre, et donc nous avons mis des fils de fer. Je suis assez content, ça pousse bien. Donc, 4 bien posés sur les fils, et je vais tailler sur ces sarments à environ 2 à 3 yeux. C'est bien. C'est la taille simplissime, comme ça. Bon, il faut savoir que la taille de la vigne nécessite 2 choses. La première, c'est déjà d'éliminer les sarments qui ont produit. Ceux-là ne reproduisent jamais. La vigne ne donne qu'une seule fois des grappes sur la même tige. Donc toutes celles qui ont produit, quick, je les coupe. Et derrière ça, je vous avais déjà dit dans des précédentes émissions que la taille, c'est une projection sur l'avenir. Sur la vigne, c'est encore plus important. C'est-à-dire que sur la vigne, non seulement la taille a pour but de produire les grappes de l'année, mais également de penser à la réserve de l'année prochaine. C'est pourquoi on taille généralement les coursons, on ne dit pas les coursonnes sur la vigne, on dit les coursons, à 2 yeux. Celui d'extrémité va donner le sarment fructifère et l'autre le remplaçant. Ça, c'est la taille simple. 3 vidéos actuellement, bientôt 4 je pense, sur la taille de la vigne, avec des méthodes différentes sont présentées en vidéo sur News Jardin TV. Je vous incite vraiment à les regarder parce que ça a été fait par des professionnels. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Je vais faire l'inventaire. Je ne l'ai pas fait pendant l'hiver, l'inventaire des graines qui me restent. Tu sais, tu as toujours des paquets ouverts, entrouvers. Ça date de quand ? Je n'en sais rien. Tu regardes les dates de péremption ? D'une part, les dates, oui, parce qu'au bout de 2 années, ça commence à compliquer en taux de germination, c'est un peu difficile. Et puis, faire le point aussi. Qu'est-ce qui me reste ? Est-ce qu'il faut que je rachète des graines ou pas ? Je vais faire l'impasse sur les tomates cette année. Non, c'est un peu compliqué. J'avais fait ça pendant le confinement. C'était très compliqué. Ça poussait pas. Je me dis, les professionnels sont quand même très forts. Enfin, plus forts que moi en tout cas. Et donc là, ça sera du plan. Donc c'est essentiellement pour les courges, pour tout ce qui est tôt pour salade. Non, faire le point. L'inventaire. Ce n'est que l'inventaire. Mais tu sèmes un peu en ce moment les premiers radis, par exemple. Ouais, j'ai pas fait encore parce que la serre est pleine. La serre est pleine, ouais. Donc, même dehors, tu avais montré une cloche à chicorée extraordinaire. Elle est opaque. Il y a la même transparente. Oui. Tu fais des petits radis là-dessous. Une vingtaine de cloches que je vais ça existe en long aussi. Ah oui, en long, oui, c'est vrai. Oui. Dans le même fabricant. Oui. Oui, c'est vrai. Petit trou qui permet l'arrosage. Ouais, c'est bien fait. Et fais ça, parce que ça sera bien, on aura des belles images. Ah bon, d'accord, ok, c'est bien pour te faire plaisir alors. Ouais. Non, puis en plus, tu auras des radis très très tôt. Oui. Ça, c'est super, les premiers radis à croquer, là. Il y a de mauvaises herbes, déjà ? Ah ouais, ça commence, il y a déjà des trucs qui démarrent. Alors, je comprends pas, chez lui, c'est le pôle Nord, mais au 12 février, il y a déjà des mauvaises herbes. Non, bon, il n'y a pas de liseron, je te rassure, mais il y a quand même des machins qui commencent à pousser de ça, de là. Bon, j'ai pas encore défini ce que c'était comme bestiole, mais je commence déjà, puisqu'on est dans le nettoyage du jardin, donc voilà, c'est refaire propre et en profiter pour enlever ces quelques mauvaises herbes qui traînent. Dans l'inventaire, tu as aussi ce qui te reste en terreau, voir aussi si les outils sont pas abîmés. Oui, important le terreau, parce que c'est vrai qu'il se dessèche très vite, ça dépend où on l'a stocké, et donc j'avais fait une erreur une fois où j'en avais stocké 3-4 sacs qui me restaient déjà entamés dans la maison. Ils sont pleins dans la maison. Derrière, tu sors, c'est de la poussière, quoi. Donc, oui, mais nous on les laisse dehors, mais à ce moment-là, ils sont pleins de flotte. Alors, le sac, on peut plus le porter. En tout cas, faisez l'inventaire de votre terreau également. On taille les petits fruits, les framboisiers, on en avait déjà parlé. Là, tu passes au groseillier, au cassissier. Mais ça, c'est hyper simple, il n'y a pas de taille particulière. Non, juste nettoyer le cœur. Et puis quand même, comme j'ai la chance d'avoir pas mal de lichen, c'est enlever les branches qui sont le plus atteintes. Alors j'essaie de nettoyer quand elles sont encore jaunes, mais quand c'est vraiment trop vieux, je coupe. Et puis il y a la caseille aussi, mais ça, bon, c'est pareil. Ça se taille pareil. Oui. En fait, ça se taille comme un arbuste d'ornement. On essaye d'en faire un gobelet ouvert au centre. Oui. Et puis on enlève les plus vieilles branches pour favoriser les plus jeunes. Et puis si vous a dit il a la chance d'avoir des lichens et que vous n'étiez pas à l'émission la semaine dernière, c'est parce que les lichens signalent un air de très très bonne qualité. Vous pouvez aussi acheter des plantes en fleurs en ce moment. Alors je sais que tu le feras pas, mais les mimosas par exemple, on peut se faire plaisir avec un pied de mimosa. Après, est-ce qu'on va le garder ou pas, c'est autre chose. En tous les cas, un truc. Vous achetez un pied de mimosa, essayez que les fleurs ne soient pas complètement épanouies, parce qu'après, ça durera moins longtemps. Et surtout, vous l'arrosez, et vous l'arrosez, et vous l'arrosez. Ça se dessèche extrêmement rapidement, et ça serait quand même trop dommage. En ce moment, il y a les amamélis.
tomber par terre, cette bête-là. Ça va pas trop bien dans tes terrains, ça aime bien les sols un peu acides. En revanche, c'est tout à fait rustique, c'est vraiment très très beau. On peut commencer déjà à fertiliser le jardin, notamment avec de la corne torréfiée, avec des engrais à action très très lente. Si vous avez taillé des arbres fruitiers, n'oubliez pas une chose importante, c'est de béquiller le sol. Ça veut dire quoi ? Béquiller le sol ? Oui. Tu plantes des béquilles dans le sol ? Non, c'est un retournement superficiel. D'accord. Parce que quand vous avez taillé, vous avez tassé avec les pieds sans le vouloir, hein, puisque vous étiez autour de l'arbre. Et les racines des arbres fruitiers ont la tendance à être vraiment en surface. Et pour pouvoir les aérer de nouveau, alors soit tu prends ta fameuse griffe rotative, soit avec une fourche bêche. Alors là, on ne met pas le pied, hein. On fait touc, 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 comme ça on tourne, et puis donc sur 5-6 cm, on va simplement décompacter le sol. Si votre sol n'est pas enherbé, par exemple, vous pouvez aussi, avec une griffe à 3 dents, ça va le faire très très bien. Vous pouvez aussi, tiens, ça c'est sympa, si vous avez des cognaciers du Japon, des groseillas à fleurs, des forsythias, vous pouvez couper des branches et puis les mettre dans la maison pour faire des bouquets. Oui. Ils vont fleurir beaucoup, beaucoup plus tôt. Voilà, c'est une petite chose comme ça que l'on peut faire en ce moment et que je vous conseille. On lit ou on lit pas ? On peut lire. Tu veux lire ? Non, Eh bien, tu allez. vas surfer d'abord, allez. Bah ouais, moi je préfère surfer, c'est plus sympa. Alors, Ça fait je vais vous parler d'un site qui s'appelle ecotree.green. Ça va, j'ai bien prononcé. Ecotree Green, oui, Voilà, c'est ça. bon, ouais. voilà. Et donc, ils sont 4 petits jeunes. Il y a Vianney, Erwan, Théo, puis Baudouin en 2015. Ils se sont dit, bah tiens, si on arrivait à aider un peu la forêt, et ils ont créé Ecotree. Ils vont donner un petit coup de main à la forêt en proposant des packs forestiers. On a la possibilité de planter des arbres et ils s'occupent de tout. Et donc, par exemple, le pack forestier, vous avez 31 arbres dans plusieurs forêts, dans plusieurs régions. Donc, vous devenez propriétaire de ces 31 arbres. On va vous donner en plus les indications. On vous dit que dans 80 ans, vous aurez quelques bénéfices, etc. Bon, c'est plus pour filer un coup de main à la forêt. Ce pack forestier, bah, vous allez pouvoir l'acheter. Vous pouvez faire du séquoia. Tiens, si vous voulez planter du séquoia, on va vous expliquer qu'il va être planté dans la forêt de Bernay, dans le Morbihan, en Bretagne. On sait que dans 86 ans, on pourra peut-être les exploiter. Donc, si vous êtes encore là, c'est à vous d'en profiter. Il faut faire ça pour ses petits-enfants, quoi. Ben voilà, et puis on le fait aussi pour la planète et pour la nature. Et puis c'est bien fait parce que ça nous donne le gain brut espéré, donc 1 euro par an, 84 euros, 84 ans, voilà. Mais bon, c'est surtout pour un petit coup de main à la planète, une façon de planter des arbres. Alors, je pense que c'est plutôt un coup de main pour les gens qui ont lancé le site. La planète, elle est tellement puissante, elle est tellement énorme, et elle est tellement plus vieille, elle sera encore plus vieille que nous, qu'elle en a strictement rien à faire. Non, il faut être honnête, il faut dire, faisons-nous plaisir, créons des environnements qui nous sont favorables, et là, oui, on sera dans la réalité. Mais c'est simplement parce que c'est nous qui nous disons « Ah, on veut des arbres ». Alors oui, on a raison, on veut des arbres, alors on en plante. Ah mais ils avaient le choix, soit ils détruisaient l'homme, soit ils plantaient des arbres. Je trouve que le choix est intelligent de planter des arbres. Bah écoute, on va rester dans les histoires d'arbres et tout ça avec un bouquin qui est tout à fait particulier aux éditions Rouergue, qui a été réalisé par une association qui s'appelle Terre et Humanisme et dont le titre est pas très engageant, qui s'appelle Manuel de la litière forestière fermentée. Ce sont des gens qui sont évidemment des agroécologues qui expérimentent depuis des années des techniques, etc. et qui ont créé la litière forestière fermentée qu'ils appellent le Lifofère. Alors, ils disent que c'est facile à mettre en œuvre, que c'est peu coûteux, mais ils en ont quand même fait un bouquin qui est bien chargé là-dessus. Donc c'est une technique qui est destinée à dynamiser les sols par la prolifération des micro-organismes bénéfiques. Franchement, ça fait longtemps que tu fais la même chose, hein, je pense. Oui, mais je fais pas la litière forestière fermentée. Voilà. Ouais. Donc en fait, je pense que c'est encore une fois des grands mots. Les idées, elles sont pas mal. En plus, il faut quand même pouvoir le faire parce qu'il faut déjà pouvoir récolter des feuilles en forêt, ce qui n'est pas vraiment autorisé, hein, parce que normalement, si la forêt ne vous appartient pas, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Après, il faut le faire fermenter, en faire du liquide, enfin bon, tout un tas de trucs que vous avez dans le bouquin. Ils vous disent que c'est une préparation simple et économique pour des cultures vigoureuses. On oublie que plus de 75% de la population française aujourd'hui est urbaine. Donc un bouquin comme ça va servir uniquement à des gens qui ont accès à des arbres, etc.,
Alors que nous, les jardiniers, on peut faire exactement la même chose avec des composts, en ramassant aussi les feuilles de nos arbres quand on en a. Mais bon, je pense qu'on complique un petit peu les choses. Bon, c'est des gens quand même qui ont l'avantage de faire ça au niveau associatif. Ça fait quand même 7 ans qu'ils le font, depuis 2015. Vous pouvez prendre ce bouquin, c'est Urberg. J'ai quelques doutes quand même. En revanche, faut j'ai pas essayer. de doute, mais alors vraiment aucun sur la qualité et la valeur exceptionnelle de cette expérience qu'a été le Radeau des Cimes. Ce livre, qui est un collectif aux éditions Actes Sud, vaut 36 € et il les vaut bien. C'est une invitation à la découverte, au voyage, à la connaissance, mais même à la conscience, parce que c'est une immersion dans une des plus magnifiques expériences qui a été faite au XXe siècle, à savoir donc cette création du Radeau des Cimes, qui a permis à des scientifiques d'explorer un monde qui était absolument inaccessible et qui était inconnu, à savoir la canopée tropicale. Et ce livre, donc, dans lequel il y a des célébrités qui ont participé, notamment Nicolas Hulot, notamment Francis Allais, ont travaillé pendant une 30aine d'années. Francis Allais, ça fait un moment qu'il est dans l'aventure. Et il faut savoir qu'ils ont découvert des tas d'espèces nouvelles, qu'ils ont compris l'importance de ce monde, parce que c'est un vrai monde. On parle du sol vivant, mais la canopée est vivante. C'est un écosystème à soi. Et ce bouquin vous en raconte les détails. Vous avez vraiment... vous avez l'essence de tout le travail qui a été fait par plus de 300 scientifiques en 30 ans, en Guyane, au Cameroun, à Madagascar. Donc ça vous fait voyager, ça vous embarque, et c'est franchement formidable. Alors, une question de quelqu'un. Apparemment, j'ai pas le pseudo. Oui, moi non plus, je sais pas. En tout cas, on l'embrasse. Comment peut-on multiplier les alliums géants ? Alors, je pense que c'est une question qui est arrivée après que nous ayons fait toute une chronique sur l'ail. Alors, les alliums géants, c'est un Allium giganteum. C'est une plante bulbeuse. Et comme tous les bulbes, comme tous les os ou les ails, eh bien, à la base de l'oignon, on va avoir ce qu'on appelle des bulbilles, c'est-à-dire les bébés qu'on peut repiquer. Alors là, ça prend un peu de temps, mais c'est vrai, il faut savoir ce qu'on veut. Je n'ai Oui. pas encore dit, mais Bon, effectivement. Alors, tu as un peu de temps, combien ? Un peu de temps, je sais pas, entre 5 et 10 ans pratiquement. Exactement, voilà, il faut en moyenne 6 ans pour obtenir un bulbe qui sera suffisamment gros pour pouvoir vous donner une nouvelle fleur. Mais c'est formidable d'essayer de multiplier soi-même. Alors, c'est pas si simple, parce que Allium giganteum n'est pas une plante qui va rester ad vitam aeternam dans le jardin. Donc il faut retirer le bulbe, séparer les bulbilles et les cultiver en pot d'année en année. Vous allez les voir grossir, et puis vous aurez simplement des feuilles, quoi. C'est pas toujours terrible. Si vous avez de la place, pourquoi ne pas faire ça ? Ça peut être intéressant parce que quand on connaît le prix moyen du bulbe d'Allium giganteum, c'est vrai que si on arrive à en produire, c'est pas mal. C'est quand même justifié ce prix, puisque plus le bulbe est gros, plus la plante sera développée, la fleur sera grosse. Ce qu'on paye aussi, c'est le temps de culture. Exactement, tu as entièrement raison. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Mes chers amis, vous l'aurez remarqué, dans 2 jours, c'est la Saint-Valentin. Alors, vous pouvez dire, oui, c'est une fête purement commerciale, etc. N'empêche que les dames sont très heureuses qu'on leur souhaite la Saint-Valentin. Et les messieurs également. Oui, pourquoi pas. Et d'ailleurs, ce que l'on va vous proposer, c'est pour se faire plaisir ensemble, puisqu'on va parler des plantes aphrodisiaques. Alors, est-ce que les plantes aphrodisiaques sont réelles ou sont fausses ? Est-ce qu'on peut les utiliser pour que, j'aime bien ça, ce jeu de mots, que la libido ne devienne pas le bidoli ? Et d'abord, qu'est-ce qu'un aphrodisiaque ? Ça serait un produit quelconque ou une pensée peut-être qui va nous mettre dans un certain état où là, nous allons tomber forcément amoureux, mais ou tomber sur quelqu'un, en l'occurrence. Tu l'as dit avec tes mots, mais tu l'as pas mal dit. Alors moi, je vais te dire ce que Jacques Weberg
dans le Dico de l'amour aux éditions Milan, avait dit, je trouve que la définition est bonne, il a dit « tout moyen matériel ou imaginaire capable de stimuler et plus encore de doper les capacités à la fois physiques et intellectuelles de candidats aux records érotiques ». C'est pas mal. C'est joli, ah oui. Alors, le mot aphrodisiaque, il vient d'Aphrodite, la déesse grecque de l'amour, la beauté, la sensualité, et qui favorisait l'entente amoureuse en incitant tous les mortels à des ébats voluptueux. Et je peux vous dire qu'à ces époques de l'Antiquité, c'était un lupanar invraisemblable, notamment dans certaines fêtes. Au niveau plantes, puisque en fait, on va parler de plantes quand même, hein, on est là pour ça, il y a deux catégories. Des plantes qui ont une réputation d'aphrodisiaque, mais dont l'effet est peut-être pas vraiment... Alors, est-ce qu'il est nul? J'en sais rien. En tous les cas, pas scientifiquement prouvé. Et peut-être que simplement l'effet placebo suffit. Et puis, vous avez des plantes qui contiennent des alcaloïdes, capables vraiment d'avoir un effet vasodilatateur, donc de favoriser l'érection, parce que, bon, il y a des plantes destinées plus ou moins aux dames, mais la plupart du temps, c'est quand même les hommes qui ont des faiblesses de ce côté-là, et les plantes aphrodisiaques, dans l'esprit, elles ont toujours été plutôt pour aider les hommes. Et ces plantes réellement vasodilatatrices sont généralement, un peu d'ailleurs comme la petite pilule bleue, à savoir que ça stimule le niveau des battements cardiaques, et ça peut aussi déranger un peu les reins. Donc ces plantes-là, on les évoquera. La plupart, elles sont quand même tropicales, mais il faudra faire attention. On va commencer par l'ail. Il est mort de rire. Alors oui. J'imagine bien venir ayant mangé de l'ail pour draguer. N'empêche que l'ail, c'était la plante favorite du fameux ver galant, notre roi Henri IV, qui aurait eu, je crois, 54 maîtresses. Ce qui est quand même pas mal. Grâce à l'ail. L'ail, c'est connu quand même, c'est riche en sels minéraux, vitamine C, c'est un énergétique. Et c'est pas d'hier. Dès l'Antiquité, les prêtresses d'Aphrodite, elles faisaient des filtres d'amour avec de l'ail. Les Romains attribuaient l'ail à Cérès, la déesse de la fertilité. Ils faisaient des aphrodisiaques avec du jus d'ail et de la coriandre. Au Moyen-Âge, on disait qu'un ragoût d'ail était réputé pour offrir aux jeunes gens des nuits amoureuses quasiment sans fin. Bon. Oui. Enfin, à l'époque, il ne parlait pas de se laver les dents, par exemple. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ma petite jardinière adore faire de la cuisine à l'ail. C'est un message. Peut-être que c'est un message, je ne sais pas. En tous les cas, bon, on est entre nous, je peux vous dire, je n'ai pas forcément vraiment vu. On va partir sur le céleri avec un dicton populaire qui est extraordinaire, qui dit « Si les femmes savaient ce que le céleri fait à l'homme, elles en planteraient de Paris jusqu'à Rome. » C'est pareil, je ne sais pas. Pourtant, on dit que pour se donner du cœur à l'ouvrage, entre guillemets, donc Madame de Pompadour, tu sais comment elle s'appelait, Madame de Pompadour? Madame de Pompadour, Jeanne-Antoinette Poisson, c'est ça? C'est moins sexy. On reste dans les odeurs, là. Bon, mais en tous les cas, c'était quand même la maîtresse attitrée de Louis XV. Et ben, on dit qu'elle avalait une douzaine de jaunes d'œufs battus avec des truffes, du chocolat et du céleri. Ça devait être dégueulasse. Hein. Et pour faire quoi? Bah pour avoir une... pour être joyeuse avec son amant royal. Mais, pour justement maintenir la vigueur de son amant royal, elle lui faisait préparer un gratin de céleri et au matin un potage de cresson. Oh là là, le pauvre. Alors, le cresson, il semblerait que c'était pour le remettre de la nuit un peu trop agité. Et le céleri contient une substance qu'on appelle apigénine et qui présente des propriétés favorables à la fois au niveau vasodilatateur et même favorables à la spermatogénèse. La cannelle. Alors les épices, d'une manière générale, elles sont toutes réputées ou soi-disant aphrodisiaques. Mais la cannelle, on dit carrément que les amours de Tristan et Iseult ont été favorisés par la cannelle qui aurait fait partie de la composition du filtre qu'ils avaient bu tous les deux. Le problème, c'est qu'ils en sont morts. Donc, je sais pas. L'abus de cannelle est dangereux. Bon. Alors justement, tu vois, moi je prends pas de cannelle parce que bien fait. J'ai de l'ail, mais elle aime pas la cannelle. Donc, ça va très bien. La berce. Ouh, la berce du Caucase, hein, la grande berce. Non, Spondylium, la berce sauvage de chez nous. Oui.
Mais pourquoi Héracléum? À cause d'Héraclès. Qui c'était Héraclès? Héraclès, c'était un gars sympa, c'était un gros costaud. Bah, Là, c'était hein. Hercule. Oui. C'était Hercule. Donc déjà, Héraclès, ah oui. on le sent un petit peu. On dit que ça a des propriétés stimulant le désir au niveau des graines. Mais ça, c'est dans l'Europe de l'Est, c'est très très connu. Alors on en fait une infusion de graines, je vous la donne. 20 grammes par litre à prendre en 3 tasses par jour, matin, midi et soir, après les repas, et ceci pendant 15 jours. Alors, il faut peut-être attendre 15 jours. Et le 16e jour Le 16e jour, peut-être. Dans les plantes exotiques, et ça on l'a évoqué avec Jeanne-Antoinette Poisson, le chocolat, le cacao contient, alors lui, des substances chimiques toniques, donc la théobromine, la caféine un petit peu, et puis surtout le phényléthylamine, c'est facile à dire, phényléthylamine, et la sérotonine qui, eux, sont des stimulants du système nerveux central. Alors, comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être aussi là que ça se passe. Hein. Donc, si on a souvent le phényléthylamine qui aide à équilibrer le métabolisme hormonal et permet à l'organisme de sécréter des endorphines. Le chocolat a été extrêmement étudié parce qu'on sait que manger du chocolat apporte un élément de plaisir. Alors, c'est pas un orgasme, mais... c'est bon quand même, hein, le chocolat. Voilà. Oui, là, non, mais justement, les éléments chimiques qui se combinent lorsque l'on mange du chocolat ou lorsque, justement, il y a une jouissance, sont similaires. Ah oui. Alors, pas dans les mêmes proportions. Oui, simplement. C'est toujours la dose qui fait le poison. Mais les anciens Indiens d'Amérique centrale fabriquaient un filtre d'amour avec des fèves de cacao rôties, réduites en poudre, et puis après avec de la vanille, du piment, et de la cannelle aussi. Il y avait des graines de courge. Tiens, toi qui es un homme de graines de courge, j'ai ça. Oui. Il y a des parfums qui sont réputés aphrodisiaques. Non. Si. Mais si, et je suis d'accord avec ça. Les parfums capiteux, profonds, sensuels carrément, l'ylang-ylang par exemple, le Cananga odorata. C'est un très bel arbre. C'est pas aphrodisiaque, ça touche tes émotions qui font que... Ça te donne peut-être envie simplement de séduire ta belle. Oui, okay. Et elle peut-être de recevoir tes ardeurs violentes. C'est joliment dit, oui. Ben, je remettrai du patchouli. Le patchouli, le santal, le muguet. Alors on dit même la girofle. Il y a des gens qui sont réfractaires à la girofle. Mais je pense que le jasmin peut être comme ça. Quelques idées de cuisine aphrodisiaque. Donc, ça, c'est bien. Avec les épices, les aromates, donc le basilic, la cannelle, la cardamome, tout ça, ça a été toujours dit comme des aphrodisiaques. On dit même que la noix de muscade retarderait la faim. Ah bon? Pour l'homme. Ah ouais. Oui, d'accord, mais enfin, il faut en manger des noix de muscade. Oui. Alors, oui. Et tu sais que la sarriette a été appelée l'herbe aux satyres. Donc, je sais pas, peut-être que ça te rendrait complètement... J'en ai déjà mangé. Je te soupçonne d'avoir testé des trucs non, quand mais même. l'oignon, alors l'asperge en raison de la forme, l'artichaut, les épinards, enfin bon. Ah oui, quand même. Alors les médecins arabes du Moyen-Âge conseillaient de prendre tous les matins, pour avoir une bonne activité amoureuse, du fenugrec réduit en poudre mélangé à du miel. Le miel revient souvent aussi dans les préparations aphrodisiaques. À cause de l'abeille, non? C'est rien à voir. Non, à cause de la douceur du miel. Ah oui, bon. D'accord. La confiture de gingembre de Nostradamus. Alors, c'était préconisé pour enflammer les femmes, là, cette fois. Ah. Alors, attention, recette. 1 kilo de miel, tu vois, on commence. De montagne. Ah oui, c'est important. 300 grammes de gingembre frais. On épluche le gingembre, on l'émince, on le lave plusieurs fois dans l'eau, on le fait bouillir 10 minutes dans une casserole et on l'égoutte. Et après, je sais pas pourquoi, il faut recommencer 2 fois 10 minutes et 20 minutes, donc il reste plus rien du gingembre. On laisse égoutter une nuit entière et on le fait encore bouillir le lendemain, et avec le miel cette fois pendant 15 minutes. Et il faut recommencer les 2 jours suivants pendant le même temps. Oui, alors on faisait des poudres de badinage. C'était extraordinaire. Tu peux développer. À l'époque, donc, dans les campagnes françaises, c'était les sorcières qui faisaient, avec de la marjolaine, de la verveine, du thym et des fleurs de myrte, la poudre de badinage, qui était vendue très très cher, parce qu'on en mettait dans un petit sac qu'on portait sur soi, et on disait que la belle de tes rêves n'avait qu'à respirer ça pour ressentir aussitôt une grande chaleur, et qu'elle acceptait tout ce que tu voulais. C'est génial, et on trouve ça où? Faut le faire chez les sorcières des villages. Oui, chez les sorcières des villages, voilà, c'est vrai. Et puis, on va terminer avec la confiture du ver galant, donc le ver galant, donc avec les 54 favorites de Monsieur Henri IV, et qui existe
parce que le laboratoire Francis Miotte, tiens Miotte, ça te dit quelque chose peut-être, à Uzos dans le 64, fabrique le plaisir du verre galant. C'est une confiture à base de myrtille sauvage, amandes, gingembre, pistache, miel, 35 épices, du sucre de canne, du jus de citron. Et on dit que c'est aphrodisiaque et ça permet d'abuser de la bonne chose. Comme on dit, il faut le consommer le matin au petit déjeuner, le midi avant la sieste et le soir avant une nuit agitée. Mais on va être en perpétuelle action là, pendant les 2 jours. Après, il faut être prêt pour la Saint-Valentin, c'est ça. Hein. Bah oui. Alors attention, donc, maintenant à celles qui ont des réputations qui, elles, sont avérées, mais qui peuvent être dangereuses. Donc, il y a le fameux bois bandé j'ai testé. des Caraïbes. T'as testé? Oui, ma marraine m'avait ramené ça, donc une petite bouteille dans laquelle tu as du rhum. Tu as du bois à l'intérieur, un genre de bois. Oui. Et donc, il faut boire. Mais attention, il ne faut pas en boire de trop. Parce qu'après... t'es beurré et puis, de toute façon, l'érection, c'est mort. Donc, le bois bandé, c'est Richeria grandis. Alors, a priori, il semblerait que aujourd'hui, on n'en trouve quasiment plus parce que l'arbre a été décimé. On n'arrive pas à le cultiver. Donc, on est obligé d'aller prendre l'écorce. En plus, c'est l'écorce, donc on abîme vraiment les arbres directement sur le tronc et de plus en plus rare. Donc, il remplace ce Richeria par le Murapuama. Le Murapuama, c'est Ptychopétalum olacoides, c'est compliqué. C'est un arbuste brésilien dont l'écorce aussi est utilisée, mais qui semblerait quand même moins efficace que le Richeria. Miguel, il y a un petit arbrisseau mexicain qui s'appelle Turnera diffusa, qu'on appelle le Damiana. On le trouve aussi au Texas et en Californie. Alors lui, il est carrément psychotrope. Il a une sorte de tonicité au niveau du cerveau. Et en fait, dans le temps, on l'appelait carrément Turnera aphrodisiaca. Tiens, une tisane d'amour mexicaine, je suis sûr qu'il ne connaît pas. Une infusion qui associe donc le Damiana avec le palmier nain, le Serenoa cerulata, qui est vraiment du Mexique. Il semblerait, pris 1 heure avant les débats, c'est réputé à obtenir une expérience plus satisfaisante. Voilà. Une tasse par jour pendant 2 semaines. Alors, le truc qu'il ne faut pas prendre, c'est le yohimbe. Le yohimbe, c'est une rubiacée, c'est camerounais. Ça, c'est assez dangereux comme plante, c'est très tonique. Puis alors, les très très dangereux, c'est l'éphédra. La noix vomique, le Strychnos nux vomica, réputé accroître la performance, c'est un produit hyper dangereux. 60 à 90 mg, on peut y passer. Ah oui. Et le solandra aussi. Le solandra, qui est une plante, cultivez ça si vous habitez dans les pays tropicaux, c'est une merveille. Ça fait des fleurs à peu près 25-30 cm de diamètre, jaune, en forme d'entonnoir. On dit que c'est stimulant, désinhibant, mais ça peut être mortel parce que c'est une solanacée qui est riche en alcaloïdes. Donc, je pense que le meilleur aphrodisiaque, c'est encore notre cerveau et les relations que l'on entretient avec sa dulcinée. En tous les cas, je vous souhaite une très très bonne Saint-Valentin et ça sera le mot de la fin avec le sourire pour cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On vous dit bien sûr à la semaine prochaine et bienvenue au jardin.